Et sans trop tarder, j'invite l'assistance donc à poser des questions. Débat, 10 minutes s'il vous plaît, ils sont pris par le temps. S'il y a des questions à poser donc aux orateurs. Oui, on commence par la première communication, celle de notre professeur Emani de Palestine. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, rapidement, on passe à la communication du professeur donc, Jacques Tébib sur la gestion des anti-inflammatoires, le défi rhumatologue face à son patient. S'il n'y a pas de questions, donc il n'y a pas de questions par rapport à la deuxième communication. Sinon, donc, on passera à la dernière, celle du professeur Tebaïbia, donc sur le Covid. Il y a une question. Donc le professeur Chikouche. Quelqu'un dans la salle pour lui remettre le micro? Elle porte la voix. C'est bon. Pour la plupart des Covid simples. Et concernant ce Covid long, est-ce que nous pourrons éventuellement avoir le Covid long? Est-ce que nous serons dans l'obligation de nous faire consulter assez fréquemment ou bien nous agissons à la demande? Nous allons voir nos confrères. La deuxième question, c'est comme vous l'avez si bien présenté, ces malades Covid-19 longs. Est-ce qu'on va les considérer comme des malades chroniques? Et dans ce cas, est-ce qu'ils vont bénéficier, j'allais dire, de la réglementation concernant, par exemple, les congés, etc. Merci. Merci, très bonne question. La première, oui, Covid lent, c'est une réalité. Donc on va... c'est une réalité. Pardon? Donc, et ce Covid-là, donc, obligatoirement, le malade, il va consulter. Nous, on ne va pas chercher les malades. C'est des malades qui vont venir chez le médecin pour un symptôme. Et je l'ai dit, donc, il y a deux symptômes. Un, c'est la fatigue. Deux, c'est les céphalées. Mais il y a plein de symptômes. S'il vient, bien sûr, pour ce symptôme, d'abord, on doit expliquer ce symptôme. Si on ne trouve pas une autre explication, on a le droit de retenir le diagnostic et si les recommandations donc de la plupart des sociétés savantes. Deuxième point, effectivement, concernant la fatigue, on en a discuté donc même avec la CNAS, la Sécurité sociale. J'ai eu donc le plaisir donc de faire cette formation du post-Covid pour les médecins de la classe et ils n'étaient pas au courant du tout que ça existe le post-Covid et je continue à recevoir des malades de la CNAS étant expert de la CNAS, donc justement pour des arrêts de travail rejetés. Et ça crée un vrai problème parce que le malade sont revenus, donc il n'a même pas avec quoi acheter le médicament, ni acheter bien sûr son alimentation. Ça va entraîner bien sûr des troubles psychiques, voire psychiatriques. Donc effectivement, ça a été discuté au niveau du ministère de la Santé, surtout pour le personnel de la santé. Et il y a beaucoup de personnel, beaucoup de médecins et paramédicaux qui souffrent d'asthénie, qui souffrent des troubles psychiques, je dirais pas psychiatriques, et qui n'ont pas été prises en charge, et je pense peut-être dans l'avenir on aura du mal. Donc, une question autrement pratiquement, donc la télémédecine, d'apport de la télémédecine, vous en avez parlé par rapport à la régulation de beaucoup de questions, de questionnements de la part des médecins, et professeur Tebaïbia, par rapport à l'empathie dont tu as parlé au début, on a du mal à croire souvent des patients en post-Covid et comment maintenant réunir entre les deux, entre le véritable Covid lent et la tutelle, c'est-à-dire l'employeur pour faciliter un peu la tâche, parce qu'il y en a qui continuent à souffrir. Alors, concernant la téléconsultation, c'est une technique qui est quand même extrêmement favorable puisqu'on va finalement rentrer chez les gens
Et dans le cadre des rhumatismes inflammatoires, c'est une chose qui était très novatrice chez moi, parce que je ne le faisais pas avant, et j'ai trouvé que c'était quelque chose qui apportait un plus, parce que en rentrant chez les gens, l'empathie justement pouvait encore plus agir, puisque la personne était devant son écran, il y avait sa maison derrière, enfin il y a toujours des petits problèmes. Donc cette téléconsultation, moi je trouve que c'est quelque chose de très intéressant, sans parler du côté extrêmement pratique, parce que nous sommes, comme vous, surchargés en France, et la téléconsultation, ça permet de gérer des malades, des soucis simples, par exemple un renouvellement d'ordonnance, un problème qui ne justifie pas un examen clinique, et ou une réponse du médecin à son patient par rapport à un ennui qu'il a eu. Voilà. Alors concernant le Covid, j'ai eu beaucoup de questionnements de patients, notamment les fameux post-Covid. Et c'est vrai que ça me pose un problème non négligeable, parce que je trouve qu'il faut bien, à mon avis, séparer la pathologie organique, c'est-à-dire essentiellement les séquelles respiratoires, la fibrose, ou les séquelles des embolies pulmonaires, des problèmes d'ordre plus psychosomatique. Et d'ailleurs, vous l'avez très bien présenté avec vos observations, puisqu'il y a un malade qui incontestablement avait un comportement psychiatrique, et le Covid l'a fait basculer dans la réelle psychiatrie, dans un délire. Donc, je pense qu'il faut bien séparer les deux, et je pense qu'on a beaucoup de travail à ce niveau-là. Rachid, tu as bien fait de signaler concernant l'asthénie. Comment évaluer l'asthénie, justement? Ça pose énormément de problèmes. Il y a beaucoup de malades qui viennent consulter, ils sont fatigués. Alors comment convaincre l'assureur qu'effectivement le patient est fatigué, il ne peut pas travailler? C'est très très difficile. Donc il y a des échelles juste sur lesquelles, avec lesquelles on peut peut-être évaluer le degré de cette fatigue. Je vous assure que le patient que je viens de présenter, donc lorsqu'il est venu me voir, donc je l'ai confié à un de mes résidents, 4e année. Je lui ai dit, donc tu l'examines, peut-être reposer, comme ça je vais voir. Et on l'a même remarqué lorsqu'il partait chez lui, parce qu'il était accompagné par son papa et sa femme, justement, il ne pouvait même pas faire 50 mètres de marche. Et c'est important, donc c'est difficile, je pense, de faire la part des choses. Tu as parfaitement raison. Peut-être Majid, il va nous dire cet après-midi. Professeur Tapti. Merci. Merci, mon ami Baïbia. Justement, tu me donnes la perche. Comme je suis expert auprès de la CNAS, donc des maladies psychiatriques, effectivement, on constate énormément de troubles psychiatriques et psychiques post-Covid. Donc, je te renvoie exactement ce que tu viens de dire, parce que tu as mis le curseur là où il le faut. Ça nous pose, même pour nous en tant que psychiatres, maintenant beaucoup d'arrêts de travail. Post-Covid, on voit, donc c'était des Covid sévères, c'était des Covid avec un retentissement très important. Il y a beaucoup d'arrêts de travail. Et pour nous maintenant, comment justifier justement ces arrêts de travail? Donc là, il y a tout un travail qui est en train de se faire auprès de la CNAS. Et ça, c'est juste pour y aller vraiment dans la proposition que tu avais faite à l'instant. Merci. Bonjour. Ma question, donc, premièrement, je voulais... Oui. C'est bien comme ça? D'accord. Salam alaikum. En tant que laboratoire d'analyse, donc, on a reçu pas mal de cas par rapport à celui que vous avez décrit, c'est-à-dire sur votre présentation, le premier cas, avec la même évolution. Mais en parallèle, donc, on a d'autres cas qui ont ils ont fait des contrôles, à l'occasion des contrôles post-Covid, des taux de didymère qui se rapprochent par exemple de 4000, mais asymptomatiques. Donc devant des cas pareils, est-ce que c'est-à-dire il y a le besoin
de mettre le malade sous anticoagulant à des doses préventives, ou bien on se contente seulement de la surveillance? Merci. Une très bonne question. C'est une situation fréquente, mais je ne vais pas donc traiter le sujet. Je dirais juste un mot parce que le professeur Ben Khadda certainement va en parler. Et en tout cas, on ne traite pas, nous, uniquement les didymères. Attention, on traite un malade. C'est-à-dire, il faut expliquer pourquoi. Une femme enceinte peut avoir des didymères élevés. Ça ne veut pas dire qu'elle a une thrombose. On peut avoir des didymères élevés. Les étiologies sont multiples. On peut avoir une infection, on peut avoir une inflammation. Et vous allez voir tout à l'heure certainement les causes d'origine vasculaire et les causes d'origine cardiaque. Tu veux pas dire un mot tout de suite ou là, tout à l'heure? Merci, parce que je n'aurai pas le temps en fait de tout. Ah, c'est impossible. Mais c'est vrai que tu as parlé tout à l'heure de l'errance diagnostique et de la surconsommation d'examens complémentaires. La semaine passée, j'ai eu un malade qui a fait 5 IRM, 3 scanners et peut-être 35 didymères ou 36 didymères. C'est vraiment un problème et ça a fait les didymères, ça a fait un peu le bonheur des laboratoires parce que bon, mais on ne traite pas des didymères et ça c'est un vrai problème, hein. Les didymères peuvent s'élever dans plusieurs situations. Notre ami rhumatologue qui est là peut nous dire que dans les maladies inflammatoires, les didymères peuvent s'élever. Ils ont une très bonne valeur prédictive négative, mais leur valeur prédictive positive n'est pas toujours évidente. Donc cette histoire de didymères, ça a été un cauchemar durant le Covid. Et les malades, et ça coûte très cher dans les laboratoires en privé. Merci. Merci Madame. Merci Madame la Présidente. C'est pas une question, mais c'est deux petites remarques. La première remarque concernant le guide de la prise en charge post-Covid. C'est important. Vous avez listé l'ensemble des séquelles, symptômes, complications post-Covid, mais la chose la plus importante, c'est de lister les médicaments et les explorations qui manquent. Sinon, on ne peut pas réellement prendre en charge ces post-Covid. Ma deuxième remarque, c'est pour les médecins experts. Je suis expert également des caisses de sécurité sociale. Et si à chaque fois, le problème des caisses de sécurité sociale, les médecins conseils, vous en voient un, c'est pour les arrêts du travail, et deux, pour les médicaments. Essayez à chaque fois de leur donner de petites explications pourquoi vous, en tant qu'expert, vous avez accepté l'arrêt du travail ou vous avez accepté le médicament qu'on a rajouté sur l'ordonnance. Et je vous remercie, madame. C'est Arnaud, donc je l'ai dit, je ne sais pas si tu m'as bien suivi ou pas. Les examens complémentaires, c'est en fonction de l'organe atteint. Tu ne peux pas faire tous les examens. Tu examines et en fonction de ton examen, tu fais le nécessaire. Donc on est d'accord sur ça. Et j'ai dit, il faut éviter l'escalade thérapeutique. Monsieur Mkhaddad a dit, il a fait 5 IRM. Et je reçois beaucoup de malades, justement, ils sont adressés par leur cardiologue à cause des didymères élevés. Voilà. Ah, d'accord. Alors, on clore ce débat. J'imagine les questions qui sont un peu dans la tête de chacun de nous, mais c'est comme ça, les journées, c'est toujours court, que ce soit pour les communicants, que ce soit pour les intervenants et les confrères qui sont là pour poser des questions.
Donc, je crois que dans le programme, ce qu'on vient de me dire, il y a des distinctions qu'on doit faire aux intervenants. Et donc, voilà, je cède la parole Merci, cher Dr Merci Alloun. pour les différents orateurs, pour la qualité de leur présentation et l'intérêt qui a été manifestement important par rapport à nos médecins invités. Donc, en fin de cette séance, j'invite notre président du bureau de Chou'abat Stif, l'Ustad Moussa Mili, et le docteur Salim Louafi, رئيس المنبر الطبي الوطني لتكريم المحاضرين والاساتذه. تفضل استاذ موسى معنا في سور الاستراد. اول مكرمين هو استاذتنا اماني ابو رحمه من غزه. دابور نشكرها على كل الدعم تاعها والمساهمه لانها كانت تساهم معنا في مختلف الانشطه تاع مركز الشهاب الفلسفيه والفكريه، وايضا قبولها الدعوه والمحاضره هذه من غزه المهمه، فنحن نكرمها ولبعد المسافه ورغم تقارب القلوب نكرم بدلها، وان شاء الله نستطيع ان ننقلها هذا التكريم الى غزه العزه. نكرم الدكتور خير الدين درويش. شكرا أستاذة أماني، أعتقد أنها تتابعنا من هناك من غزة. شكرا لك، وإن شاء الله نلتقي في مناسبات أخرى قريبة وعاجلة إن شاء الله. La deuxième personne, notre invité, l'invité de Sétif, l'invité de l'Algérie, professeur Jacques Tebib. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. C'était vraiment très chaud. Hier, vous étiez à Constantine pour... Nous excusons, par moment on parlait en arabe, mais on devine que vous comprenez tout, hein, donc à travers... merci pour votre disponibilité et pour votre intérêt. La troisième personne, professeur Ammar Baybia, médecine interne Alger, Bertraria. الأستاذ موسى ميلي رئيس المكتب الولائي، والدكتور علي سليم الوافي رئيس المنبر الطبي. Donc merci tout le monde. Comme c'était prévu de faire cette séance en fin de congrès, mais comme il y a certains orateurs, nos invités qui ont décidé de partir un peu tôt, raison pour laquelle on a décidé de faire cette séance en fin de chaque session. Donc, et on va le faire avec les autres conférenciers. Donc, je crois que cette première séance a été terminée. J'espère qu'elle a été fructueuse pour vous. Je vous invite pour une petite pause café offerte par Jamiat al-Ulama Muslimin. Je vous demande gentiment de revenir dans 15 minutes au maximum pour reprendre nos activités. Merci.